nous pour ce club, Pablo Pillow-Vivien. Bonjour Pablo. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, rédacteur en chef de la revue Regard. Et Louis Morin. Bonjour Louis. Bonjour. Merci également d'être là, journaliste politique et réalisateur. On va parler avec vous du budget de la sécurité sociale examiné depuis hier au Sénat. Le gouvernement qui annonce que les médicaments et les consultations seront moins remboursés à partir de l'année prochaine. Et puis on va parler du congrès des maires qui s'ouvre aujourd'hui. Et Audrey, on va voir avec vous dans quel état d'esprit sont les maires. Oui, une très large majorité des maires estiment que leur mandat est usant pour leur santé. On en parlera tout à l'heure. On voit ça dans quelques instants. D'abord, on parle de la colère des agriculteurs. C'est l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale et à la une de beaucoup de vos quotidiens régionaux ce matin, c'est cette colère des agriculteurs. Pour en parler, on va à Privas en Ardèche où on retrouve Laure Fumat. Bonjour Laure, merci beaucoup d'être avec nous, chef d'agence pour le Dauphiné libéré. Laure, le mouvement continue. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui dans vos départements de la Drôme et de l'Ardèche? Aujourd'hui, on devrait revenir à une situation quasiment normale en Drôme-Ardèche. La FDSEA et les JA ne devraient pas reconduire leur mouvement d'hier. Aujourd'hui, ce sera plutôt la Confédération paysanne, le syndicat de gauche de la Drôme, qui va manifester contre le Mercosur à partir de 14h à Valence et ça devrait occasionner probablement des bouchons. Quelle était l'ampleur de la mobilisation hier? On voit la une de votre journal. Il a été beaucoup suivi, le mouvement? Oui, alors à peu près 90 agriculteurs étaient mobilisés un peu partout sur les ponts entre Drôme et Ardèche, sur les ponts qui permettent de traverser le Rhône. Dans ces deux départements, on a tendance à vivre dans l'un et à travailler dans l'autre. Donc ce sont des points névralgiques de circulation. Et du coup, les actions des agriculteurs, même si elles n'étaient pas bloquantes, ont occasionné de gros bouchons. En fait, ils ont réalisé des opérations escargots et de gros bouchons se sont formés dans l'après-midi jusque vers 17h. La colère, elle est surtout ardéchoise. Le département de l'Ardèche a été rebaptisé la Dèche par les agriculteurs. Ils s'étaient réunis dans le nord entre Sarrat et Saint-Vallier, au centre à Valence évidemment, et plus au sud, entre le Pouzin et l'Oriol, un nouveau point névralgique qui avait déjà été pris d'assaut par les Gilets jaunes en leur temps. La volonté des agriculteurs en Drôme-Ardèche, c'est de ne pas pénaliser la population. Donc, contrairement à ce qui a été fait en début d'année, ils ne prévoient pas de bloquer l'autoroute A7. Ils prévoient plutôt des opérations escargots et d'intervenir sur les ponts. Ils demandent, comme partout en France, d'être mieux payés. Ils sont contre l'accord avec les pays d'Amérique du Sud. Ils demandent qu'on arrête de les prendre pour des criminels. Les jeunes agriculteurs résument bien leur état d'esprit. Ils disent « agriculteurs, on en rêve enfant, on en crève adulte ». Voilà, fin octobre en Ardèche, ils avaient déjà commencé à faire entendre leur colère. Ils avaient bâché des radars, ils avaient muré la préfecture. Dans la Drôme, ils ont carrément déposé un radar devant les grilles de la préfecture. Donc la colère est bien là, on peut s'attendre à ce que ça dure, mais pas de blocage a priori. Merci beaucoup Laure, merci d'avoir été avec nous. La une du Dauphiné, les agriculteurs toujours en colère. C'est à la une de votre journal. Louis, un mot, et plus qu'un mot d'ailleurs, sur cette colère des agriculteurs. C'est à la une de la presse régionale, ça fait évidemment l'actualité dans nos régions. Ils ont allumé des feux de la colère hier, un peu dans tout le pays. C'est un an, moins d'un an après leur précédente mobilisation où Gabriel Attal avait fait beaucoup de promesses qui ont été en grande partie tenues. C'est ce que dit le gouvernement. Est-ce que vous comprenez du coup que les agriculteurs se remobilisent à nouveau? C'était en janvier dernier, effectivement, où on se souvient de ces mobilisations agricoles qui avaient émaillé, qui se retrouvaient sur l'ensemble du territoire. Et Gabriel Attal avait tout de même réussi à calmer la colère en un temps record. 70 propositions, il y a eu quand même un plan massif d'aide à l'époque qui avait été octroyé. Il y a eu également un projet de loi qui est passé à l'Assemblée nationale avant la dissolution, qui va arriver d'ailleurs au Sénat en janvier. Donc il y a eu quand même toute une série d'avancées qui avaient permis en effet de calmer la colère des agriculteurs. Mais le problème, c'est que la colère des agriculteurs, on ne peut pas la résoudre avec quelques mesures conjoncturelles, et les mesures plus profondes, eh bien, par définition, elles mettent plus de temps à aboutir parce que justement, eh bien, elles nécessitent un projet de loi. Donc, les aides qui ont été, qui sont passées en début d'année, que le gouvernement a pu décréter, très bien, ça a permis
permis temporairement de calmer la colère, mais durablement, c'est davantage le projet de loi. Et puis, il y a le Mercosur actuellement. Le Mercosur, on le sait, avec ce déplacement d'Emmanuel Macron, le Mercosur qui provoque là aussi une colère légitime, parce que la question, c'est pas tant celle du libre-échange, c'est davantage celle du dumping environnemental. On va parler. À partir du moment où les normes ne sont pas les mêmes pour nos agriculteurs en France que pour les agriculteurs à l'étranger et qu'on importe les produits sans limitation, effectivement, ça pose problème. On parle du Mercosur dans quelques instants, mais alors ça fait beaucoup partie des raisons de la colère, mais pas que. Il y a aussi la question des normes, la question des revenus. Gabriel Attal, effectivement, avait fait des promesses, mais le texte s'est retrouvé bloqué au Parlement. Est-ce que les agriculteurs, ils ont été victimes de la dissolution ? Ils ont aussi été victimes de la dissolution, comme les élus dont on parlera tout à l'heure. Il y avait un texte sur le statut d'élu qui n'a pas pu non plus voir le jour, comme le texte sur la fin de vie. Enfin, il y a plein de textes qui ont été victimes de cette dissolution. Juste un mot quand même sur les promesses de Gabriel Attal. J'écoutais l'autre jour le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, qui disait que lui, alors je ne sais pas comment il a fait ça, comment il a compté, mais lui il a dit c'est 36% des annonces, des promesses faites par Gabriel Attal qui ont été tenues. Donc on est quand même un peu en dessous des 50%. Et après il faut voir dans le détail. Exactement. Il y a une bataille de chiffres sur ces promesses, même s'il y avait certaines promesses qui étaient quand même assez floues, qui n'étaient pas exactement ni des espèces sonnantes et trébuchantes, ni des textes de loi très particuliers et très précis dans ce qu'avait annoncé Gabriel Attal. Non, mais ça s'explique justement par le texte de loi. C'est-à-dire que le texte de loi, l'effort a été fait. Je veux dire, Gabriel Attal a fait le travail là-dessus. On ne peut pas lui retirer le fait que le texte de loi a été présenté à l'Assemblée nationale. Après, le texte de loi, il n'est pas encore effectivement adopté définitivement, mais ça, c'est pas de sa faute. Sauf que, comme l'a très bien dit Louis tout à l'heure, notre agriculture, mais globalement toutes les agricultures, font face à des crises qui sont structurelles. Et donc, essayer de vider la mer avec une petite cuillère, c'est souvent pas suffisant. Et je comprends, il y a 3 points en fait sur lesquels les agriculteurs, lorsqu'on écoute les jeunes agriculteurs, la FNSEA ou la Confédération paysanne, il y a 3 points sur lesquels ils reviennent tout le temps, c'est les revenus, un excès de normes, notamment européennes, et un problème de concurrence internationale, qu'elle soit européenne ou mondiale. Bon, partant de là, qu'est-ce qu'a proposé le politique ? Eh ben, hélas, pas grand-chose. C'est-à-dire que sur la question des revenus, il est un peu bloqué parce qu'il dit c'est le capitalisme, vous savez, c'est le marché, mes bonnes gens, qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, on essaye de mettre en place, aider les circuits courts pour essayer de mieux rémunérer les producteurs premiers, essayer d'enlever dans la chaîne de distribution des intermédiaires, etc. Mais globalement, ils n'ont pas grand-chose à proposer. Sur la question des normes, hélas, on est bloqué en fait par toute l'ingénierie européenne qui fait que, oui, on est obligé de s'adapter, enfin plutôt d'accepter les contraintes pour que tous les pays européens puissent fonctionner ensemble. Donc parfois, oui, ça fait beaucoup de paperasse, même si là, je pense qu'il y a des choses à alléger. Et sur la question de la compétition internationale, le traité qui va être signé ou qui devrait être signé, je ne sais pas où est-ce qu'on en est exactement, du Mercosur, montre bien qu'ils n'en ont pas grand-chose à faire de mettre en concurrence les agriculteurs français avec des agriculteurs qui n'ont pas du tout les mêmes normes, qui n'ont pas du tout le même, où il n'y a pas du tout le même coût du travail dans les pays sud-américains. Audrey va nous expliquer où on en est, spécialiste de ces questions européennes. On en est où avec ce Mercosur ? Est-ce que l'Union européenne va le signer ? Est-ce que la France peut s'y opposer ? Alors pour l'instant, le traité, il était bloqué, mais il est poussé par plusieurs pays. Il est poussé par l'Allemagne, qui y voit un débouché pour ses voitures. Il est poussé par l'Espagne, qui y voit un accès aux matières premières qui vont nous permettre de faire la transition écologique, comme le lithium, par exemple, dont les sous-sols des pays du Mercosur sont très riches. Donc c'est poussé et la Commission européenne espère faire adopter ce traité avant la fin de l'année. Alors pour l'instant, la France peut le bloquer en l'état parce que c'est un accord commercial, mais c'est aussi un accord politique. Et quand on touche à ces sujets comme la politique, il faut l'unanimité et donc un pays peut le bloquer. Alors là, l'idée qui est poussée au niveau européen par les pays qui veulent que ça avance, c'est de scinder l'accord, de faire un côté politique qui serait sacrifié et de faire un côté commercial. Et là, comme on a transféré nos compétences sur le commerce à l'Union européenne, il y aurait besoin que de la majorité qualifiée, ça veut dire au moins 15 pays qui représentent 65% des habitants de l'Union européenne. Alors la France, elle peut s'y opposer, mais il faut un nombre certain d'habitants. Alors dans son camp, elle a la Pologne, qui est un grand pays, elle a les Pays-Bas,
Mais ça fait pas lourd, d'autant qu'en face, je l'ai dit, il y a l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal qui poussent. Et donc, qui a peut-être un peu changé d'avis, l'Italie, non? L'Italie qui est peut-être un peu en train de changer d'avis, poussée par ses agriculteurs. Mais en fait, le résultat, ce sera peut-être les manifestations. Et ça, les agriculteurs français l'ont bien compris. Ils essayent de mobiliser les agriculteurs d'Italie, les agriculteurs frontaliers en Espagne, en Allemagne, pour essayer justement de faire tache d'huile et de faire pression sur les différents gouvernements. Oui, et puis il y a quelque chose auquel il faut penser, c'est le sentiment anti-européen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Union européenne négocie des traités de libre-échange, et c'est très bien parce que comme Audrey vient de le dire, il y a énormément d'autres domaines dans le Mercosur. Il y a certains domaines dont on pourrait tirer parti. Voilà, on n'est pas que désavantagé, évidemment, par un traité de libre-échange. Sinon, on ne s'y engagerait pas. Notamment pour la France, les producteurs de vin et les producteurs de lait seraient très intéressés. Ça, c'est pour l'agriculture, mais après, il y a tous les services aussi. Il y a toute une partie service dans le traité. Mais effectivement, sur l'agriculture, ça pose un véritable sujet. L'agriculture, si vous voulez, moi, je ne crois pas en la théorie fataliste, comme quoi il n'y a pas de solution pour les agriculteurs. Il y a évidemment une solution pour les agriculteurs, comme d'ailleurs dans tous les autres domaines qui souffrent de la mondialisation. La solution, c'est quoi? C'est de gagner en valeur ajoutée. C'est l'innovation. C'est de dire, l'agriculture française, ça ne peut pas être une agriculture de masse, à bas coût, comme le font un certain nombre de pays étrangers. Donc ça veut dire évidemment aller de plus en plus vers la filière bio, ça veut dire faire des investissements, ça veut dire aussi être accompagné par l'État dans cette transformation. Ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Ouais. Et ça, si vous voulez, le problème, c'est que l'Union européenne doit encourager, doit subventionner ces activités, mais doit aussi protéger de manière à ce que les normes qu'on impose, évidemment, au sein de l'Union européenne, soit évidemment imposé aussi à l'importation. Si l'Union européenne ne le fait pas, on ne passera pas à côté du sentiment anti-européen qui se développe. Et Pablo Emmanuel Macron, il est en Amérique latine et il répète depuis plusieurs jours que la France n'est pas isolée. Est-ce qu'il sera en mesure de s'opposer à ce traité? Alors, j'avoue que la parole d'Emmanuel Macron sur ce traité du Mercosur, je la comprends pas trop. En février dernier, il avait été très catégorique. Pendant la crise agricole, il avait dit les négociations sont stoppées. Ça y est, c'est fini. On n'en parle plus du traité avec le Mercosur. C'était en février dernier. Et là, j'ai découvert, moi, à la rentrée, qu'en fait, pas du tout. Les pourparlers avaient continué, notamment pendant l'été, et que, un texte allait être proposé à signature, comme ça a été présenté par Audrey. Alors, ils vont le saucissonner pour essayer de trouver... En fait, ça, c'est une façon de passer les fourches codines de l'unanimité. Hein. C'est tout. Mais, du coup, la parole de la France qu'il avait engagée en février, en disant que les accords avaient... les réflexions sur l'accord avaient été stoppées, sont complètement fausses. Donc là, je ne sais pas ce qu'il raconte. C'est-à-dire que s'il dit oui, mais vous savez, moi je me bats, vous savez, on va essayer de trouver une majorité pour pas que... Bon, vu ce qui s'est passé en février dernier, j'ai du mal à donner du crédit à sa parole sur cette question-là précise. Allez, on parle d'une autre colère, c'est celle des élus locaux, le congrès des maires qui s'ouvre aujourd'hui, des maires qui seraient au bord du burn-out. C'est ce que révèle une enquête publiée par le journal Le Parisien, Audrey. Oui, 83% des maires estiment que leur mandat est usant pour leur santé, selon une étude pilotée par le Centre de sociologie des organisations et soutenue par l'Association des maires de France. C'est énorme, mais ça ne s'arrête pas là. Plus de la moitié d'entre eux sont parfois sujets à des troubles du sommeil du fait de leur fonction. 65% d'entre eux ont parfois des coups de fatigue. 69% ressentent de la lassitude. En cause, les causes sont multiples. Il y a un investissement trop conséquent dans leur mandat, des attaques sur les réseaux sociaux et dans la presse, des imprévus perpétuels. À cela s'ajoute un manque de reconnaissance, des incivilités et pour les maires des plus petites communes, l'impression d'être un peu seuls face aux décisions. Résultat, on observe une crise des vocations depuis 2020, date des dernières élections municipales. 1800 maires ont rendu leur écharpe et 29 000 conseillers municipaux ont démissionné, ce qui n'augure évidemment rien de bon pour les élections de 2026. Avec cette question, va-t-on avoir au moins un maire dans chaque commune? Écoutez l'avis du président de l'Association des maires de France. Il y a une expression d'exaspération croissante depuis quelques années et qui arrive presque à ébullition aujourd'hui. Il y a 41 démissions de maires par mois depuis le début du mandat. C'est 2 fois plus que la décennie précédente. Et puis, il y a ceux qui s'accrochent. Qui ont envie de servir. On a 500 000 élus locaux en France, c'est un trésor. 90% sont totalement bénévoles. Exemple 2020, 41 par mois.
C'est donc dans ce contexte, on est en train de refaire les calculs, c'est donc dans ce contexte de mal-être généralisé chez les élus locaux que l'État demande évidemment, on le sait, 5 milliards d'économies aux collectivités locales. Vous imaginez que la manœuvre est assez mal perçue et pour le faire savoir et pour montrer ce mal-être, peut-être qu'ils se mettront d'accord sur les chiffres à ce moment-là. Une action symbolique sera organisée tout à l'heure lors du congrès de l'AMF, ça se passera à 13h45 et David Lisnard, le président de l'association, promet qu'elle sera visuellement très forte pour symboliser l'exaspération des maires. Ouais, congrès de la colère, dit l'Association des maires de France, Pablo. Mais je pense que c'est assez juste. Moi je lis très souvent, je vais lire les lettres de démission des maires qui quittent leur mandat. J'avoue que c'est assez déchirant à lire et assez dur et ça rend compte en fait d'une réalité. C'est d'abord que, il faut le rappeler, les maires, c'est le premier agent politique auquel ont affaire les gens. C'est-à-dire que sur un territoire, en gros, il n'y a pas toujours le député, voire très rarement. L'État n'est pas souvent très présent, notamment en termes de représentants élus ou non. Donc vous avez le maire qui essaye de gérer sa mairie, etc. Aujourd'hui, on lui rabote, on lui enlève. En fait, ça fait d'ailleurs pas mal de temps qu'on lui enlève des moyens d'action. Alors on lui dit ah mais oui mais c'est pas de ses compétences. Parce que j'ai lu le rapport de la Cour des comptes est quelque chose qui m'a vraiment profondément énervé. Notamment, alors, ils disent oui voilà depuis 10 ans il y a eu 100 000 fonctionnaires embauchés par les collectivités territoriales en plus. C'est beaucoup trop. Il faudrait tous les supprimer, etc. Je trouve ça absolument terrible parce que ils mettent ça en parallèle avec le fait qu'ils n'ont pas eu d'augmentation de leurs compétences. Il n'y a pas eu de nouvelles compétences qui ont été accordées aux collectivités territoriales. Mais ce qu'oublie de dire la Cour des comptes, c'est qu'en fait, les collectivités territoriales, et notamment les communes, s'auto-octroient en fait des compétences. C'est-à-dire qu'effectivement, ils n'ont pas, par exemple, la compétence de l'intégration. Eh bien, pour autant, vous avez plein de mairies qui décident d'ouvrir des antennes pour œuvrer à l'intégration de populations étrangères ou éloignées de l'emploi ou je ne sais quoi sur leur territoire. Et ça, évidemment, c'est pas leur compétence, c'est la compétence de l'État. De la même manière, en matière de sécurité, c'est pas vraiment leur compétence, la sécurité. Et ben pour autant, vous avez des villes parce qu'il y a une défaillance de l'État qui décide d'avoir une police municipale et qui décide peut-être même d'armer leur police municipale. Et tout ça, c'est pas des compétences. Il n'y a pas eu de transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Mais ils décident de le faire parce qu'ils essayent d'être des bons maires. Et donc ils s'auto-octroient des compétences pour essayer de faire vivre leur territoire et que les gens sur leur territoire puissent vivre correctement. Et ça, la Cour des comptes l'oublie un peu et je trouve ça pas possible. Donc il y a un problème général dans la façon, il faut repenser, remettre le maire au milieu du village. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Remettre le maire au milieu du village, lui redonner la possibilité en fait d'agir concrètement, voire parfois souverainement en fait sur ce qui se passe sur son territoire pour qu'enfin on puisse avoir un tissu en fait d'élus sur notre territoire qui nous permettent de regarder demain avec un peu moins de peur que ça ne l'est aujourd'hui. Non, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a d'énormes disparités entre les toutes petites communes, les villages, voilà, où effectivement le maire est forcément au milieu du village parce que c'est l'un des 10 ou des 100 habitants, et puis les communes de taille intermédiaire et les très grosses communes. D'énormes disparités et évidemment les 1800 maires qui ont démissionné depuis 2020, les 5%, c'est essentiellement des maires de toutes petites communes qui se retrouvent seuls au quotidien à devoir tout gérer, mais absolument tout. Voilà, de l'administratif aux problèmes qu'il peut y avoir sur la voirie, aux problèmes aussi de voisinage, parce que voilà, il y en a ou aux problèmes d'insécurité qui doivent absolument tout gérer. Et qui ne sont absolument pas aidés par l'État. Il y a un fort sentiment de déclassement aussi qui est dû, il faut le dire, en partie à la diminution de la population dans l'espace rural et sur lequel, évidemment, il n'y a aucune solution qui est apportée par l'État. Et donc, évidemment, quand on vient demander à ces toutes petites communes qui subissent déjà tout ça depuis des années de faire un effort supplémentaire, effectivement, la coupe est pleine. L'effort supplémentaire, quel est-il ? C'est 5%. Voilà, c'est ce que demande actuellement Michel Barnier. 5 milliards, ouais. 5 milliards, pardon. 5 milliards, ce qui correspond à 12,5%. Alors que
que l'effort global, vous le savez, c'est 20%, hein, l'effort qui est demandé. Les collectivités territoriales pèsent 20% de la dépense publique et on leur demande 12,5% d'économie. Voilà, pardon. Cet effort-là, effectivement, 5% pour une commune de taille intermédiaire, 5 milliards, pardon, pour une commune de taille intermédiaire, c'est acceptable. Pour les toutes petites communes, ça ne l'est pas. Ouais. L'AMF qui dit qu'il représente moins de 10% de la dette. Juste, les collectivités, enfin les communes particulièrement, elles ont subi la suppression de la taxe d'habitation. Est-ce que la taxe d'habitation va faire son retour? On va écouter ce qu'en dit Catherine Vautrin, la ministre du Partenariat avec les territoires, qui était l'invitée ce matin de la matinale de France Inter. Il faut que chacun soit conscient que rien n'est gratuit, pas plus dans une commune que partout ailleurs. Ce qui veut dire que quelque part, j'habite dans une commune, je participe, ça ne me paraît pas une idée qui doivent être écartées. Donc ça s'appellera pas la taxe d'habitation, mais ça s'appellera un nouvel impôt local? Pas forcément un nouvel impôt local, il faut lier l'usage à une responsabilité d'utilisation. C'est le sujet que nous allons mettre sur la table avec les élus, si nous sommes encore là en début d'année. La précision est importante. Donc, Catherine Vautrin, pas de retour de la taxe d'habitation, pas forcément un impôt local, mais quand même une contribution à la participation. Peut-être qu'il y aura quand même un impôt local. Bref, on n'a pas très bien compris la réponse, parce que c'est un impôt qui est à la fois demandé par les maires, hein, parce que ça a été quand même un manque à gagner dans leur budget qui était assez énorme, mais pour autant, c'est quand même très impopulaire du côté des habitants et des habitantes. Donc, elle essaye et David Lisnard, il dit pas d'impôt local sur le revenu. Hein. Voilà, exactement. Non, mais chacun, en fait, essaye d'avancer ses pions, à la fois avec la casquette de maire, puis à la fois représentant de ses administrés. Donc, c'est un peu complexe. Mais véritablement, je pense que ce qui se passe avec le budget des collectivités territoriales, qui est dépendant de ce qui va se passer au Parlement, hein, c'est les parlementaires qui décident, c'est pas les maires qui décident de comment ça se passe, en fait, démontre la logique gouvernementale qui est à l'œuvre. La logique gouvernementale, c'est de faire les fonds de tiroir. Alors, on fait, c'est tout le monde qui en prend pour son grade. Il n'y a pas vraiment de logique, d'ailleurs, dans la façon dont il y a des coups de rabot qui sont portés sur différents secteurs, sur différentes institutions, mais ils essayent d'aller au maximum. Et donc, ils se disent, tiens, on va utiliser le fait que les maires, ça va pas très bien, il y a ce rapport de la Cour des comptes, etc. Ils ont poussé le curseur au début très haut. Bruno Le Maire, il a attaqué sec lorsqu'il était encore ministre de l'économie. Derrière, ils ont fait comme s'ils avaient fait des concessions. Hein. Ah bah vous voyez, on a quand même été moins fort que ce qu'avait proposé le maire, enfin dans la philosophie, etc. Donc là, on est arrivé à 5 milliards. On pense que c'est bien, mais ça ne correspond à rien, 5 milliards. Non mais je veux dire, il n'y a pas de logique absolue. Pourquoi pas 6, pourquoi pas 4, on ne sait pas. C'est 5 qui a été décidé parce qu'ils ont décidé ça sur le coin d'une table. Moi, je trouve que de toute façon, tout ce budget manque d'une direction générale de nous dire où est-ce qu'ils veulent emmener la France. On ne sait pas. Non, mais, très rapidement, Louis. Non, mais il y a quand même une réalité. C'est le dérapage des finances publiques. Voilà, au bout d'un moment, avec 6,1% de déficit public cette année, évidemment, on ne peut pas laisser cette situation s'empirer. Donc, effectivement, le gouvernement essaye de faire des économies un peu partout. Là, on nous parle d'une nouvelle hausse d'impôts. Alors, le seul problème, c'est qu'il faudrait savoir où il est. Alors, je vous vois me faire des grands signes, mais il faudrait simplement savoir où est ce gouvernement Barnier, qui était contre toute hausse d'impôts, et là, qui en propose maintenant, une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Il faut juste se rappeler qu'effectivement, pendant des années, ils ont trouvé que Emmanuel Macron n'allait pas assez loin. On va parler d'autres économies. C'est celles qui vont être faites dans le domaine de la santé, puisque le gouvernement a annoncé hier que médicaments et consultations médicales seront moins bien remboursés à partir de l'année prochaine. C'était lors de l'examen du budget de la sécurité sociale qui a débuté au Sénat. On voit ça avec Samia Decher. C'est une nouvelle mesure d'économie sortie du chapeau du gouvernement hier. Une baisse du remboursement des médicaments, jamais évoquée jusqu'ici dans les débats. Hier, la ministre de la Santé a annoncé une hausse du ticket modérateur, la part payée par l'assuré, de 5% l'an prochain. Une augmentation qui doit permettre de limiter celle de la consultation médicale. Son remboursement devait diminuer de 10%, ce ne sera finalement que 5%, soit une prise en charge à 65% par la sécurité sociale. Ainsi, j'ai pu décider que le ticket modérateur de la consultation médicale, qu'il était potentiellement envisageable d'augmenter de 10%, n'évoluera que de 5%.
La consultation médicale demeurera donc l'acte de soins de ville le mieux remboursé par la solidarité nationale. Cela est essentiel pour garantir l'accès aux soins. En complément, le ticket modérateur sur les médicaments augmentera, lui, de 5%. Autre temps fort de l'examen du budget de la sécurité sociale hier au Sénat, la tentative d'abrogation de la réforme des retraites. 1 an et demi après son adoption, communistes et socialistes ont déposé 2 amendements pour revenir sur le recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. À l'époque, le président du groupe Les Républicains, Bruno Retailleau, défendait une réforme qui reportait l'âge légal de la retraite afin d'éviter de baisser les pensions des retraités. Aujourd'hui, Bruno Retailleau, évidemment, est ministre d'un gouvernement qui prévoit pourtant de baisser les montants des pensions de retraite. Sans surprise, les 2 amendements de la gauche ont été largement rejetés par 229 voix contre 109, dans un Sénat largement dominé par la droite et le centre, favorable à la réforme des retraites. Et Louis, vous nous parliez des économies. Elisabeth Doineau, rapporteure générale du budget de la Sécurité sociale, disait c'est un budget douloureux, le plus douloureux depuis que je suis sénatrice. Oui. Bah, là encore, en même temps, c'est pas surprenant au vu de l'état des comptes. Alors, ce qu'il faut néanmoins souligner, c'est que là, on nous parle effectivement de la diminution du remboursement des consultations médicales, du déremboursement d'une partie sur certains médicaments. Bon, l'essentiel du problème sur la sécurité sociale, ça reste les arrêts maladie. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi s'attaquer au problème là où il est. La réforme des retraites, c'est évidemment aussi un sujet majeur. Il y a eu cette proposition d'ailleurs du groupe des indépendants sur une capitalisation des retraites du secteur privé qui peut être intéressante aussi. Là aussi, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment est-ce que ça va évoluer, puisque finalement, au Sénat, on a une majorité qui est inscrite au sein du socle commun à l'Assemblée nationale. Bon, la gauche a joué à l'Assemblée nationale avec ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ils ont fait joujou pendant plusieurs semaines à faire un peu tout ce qu'ils voulaient. Ils sont ça va nous énerver. Pablo pour la dernière minute. Ils sont sentis gouverner, ils ont fait une Lucie Casté où ils ont eu le sentiment qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient sans se rendre compte qu'ils avaient réellement le pouvoir. Résultat, à la poubelle. Maintenant, le projet de loi repart de zéro au Sénat. Dernier mot pour Pablo. Oui, moi, le dérapage des finances publiques dont parle Louis, je pense qu'il ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la façon dont on constitue un budget. Or, aujourd'hui, c'est le cas. C'est ce que fait le gouvernement. Mais c'est quand même la première règle, d'essayer de... C'est un paramètre. D'essayer de présenter un budget à l'équilibre. Théoriquement, c'est quand même... C'est un des paramètres. Ça peut pas être l'alpha et l'oméga, encore une fois. L'objectif, c'est qu'on puisse tous vivre ensemble sur un territoire. C'est quand même ça l'objectif premier. Mais l'objectif, c'est de ne pas se surendetter pour l'avenir. C'est un paramètre. Encore une fois, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga. Théoriquement, c'est un impératif de présenter un budget équilibré. Encore une fois... Laisse-moi finir, Louis. Je pense qu'on doit mettre d'autres choses dans la balance, nous dire où est-ce qu'on va, et ensuite dire, voilà. En fait, il est logique. Moi, je préfère encore le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, qui au moins donnait une direction, en fait, à la France de demain, à la France qu'il voulait. Il y avait une philosophie politique, une idéologie politique. Mais Pablo, mais il n'y a pas d'argent magique. On va prendre les arrêts maladie, on va prendre le remboursement des médicaments, on va prendre le je sais pas quoi, et à chaque fois, on va essayer de raboter. Mais ça n'a pas de sens. Pablo, c'est pas une question d'argent magique. C'est pas une question d'argent magique. Lorsqu'on présente un budget qui n'est pas équilibré, on endette les générations futures. Oui, c'est ça qu'il faut bien comprendre. On peut présenter un budget équilibré tout en ne rabotant pas dans donc c'est un impératif absolu. En cherchant dans tous les tiroirs. Ce n'est pas possible. C'est un paramètre qui est très important, mais ça ne peut pas être la façon dont on pense un budget. Enfin, encore une fois, il faut nous dire, ce sera quoi la France de demain? Est-ce que la France de demain, c'est juste aller reprendre tout exactement de la même façon et juste aller raboter de 1, 2, 3, 4, 5, 10% toutes les... L'objectif, justement, pour que la France de demain, ce soit pas un cataclysme, c'est justement d'essayer de présenter des budgets équilibrés chaque année. Il faut repenser le système. Puisque le budget, c'est tout le mois jusqu'au mois de décembre au Sénat. On reparle de la colère des agriculteurs à la une de la presse régionale.
La colère des agriculteurs fait la une de la presse régionale. Difficile en effet de trouver une autre actualité vaut une par l'unisson pour relayer la colère des agriculteurs qui ont organisé hier des manifestations un peu partout en France. Les feux de la colère pour le Dauphiné libéré, les paysans rues dans les brancards pour la Charente libre, le retour des tracteurs de la colère pour la Dépêche du Midi, les agriculteurs passent à l'action. En une de l'Ardennais, mais le Courrier Picard et la Provence préviennent, ce n'est que le tour de chauffe d'un mouvement parti pour durer. L'actualité, c'est aussi le congrès des maires de France qui commence aujourd'hui. C'est le moment des maires, souligne Corse Matin, la grande tribune de ceux qui ont plus que jamais le sentiment d'être les parents pauvres de la République. Le quotidien a recueilli plusieurs témoignages, dont celui du maire de Cisco qui exprime son impuissance face aux problèmes de narcotrafic. Nous sommes désarmés lorsque la population vient nous demander des solutions que nous n'avons pas. Il y a un maire emblématique qui démissionne, c'est François Rebsamen. Oui, il l'annonce dans le bien public. Il transmettra son fauteuil de maire de Dijon à sa première adjointe, Nathalie Conders. Après 23 ans, tout de même passé à la tête de la ville, la nouvelle est forcément surprenante. Pour lui, pas question de burn-out, même s'il constate faire des journées de 12 heures. Le temps est simplement venu d'après lui. L'actualité, c'est aussi la guerre en Ukraine qui atteint aujourd'hui les 1000 jours. Oui, 1000 jours depuis l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie. Ça fait la une du Télégramme qui raconte le moral des Ukrainiens mis à mal par les assauts continus des Russes qui ne cessent de grignoter du terrain. 8000 soldats nord-coréens à la frontière seraient aussi prêts à combattre dans les prochains jours d'après Washington. Et puis je termine sur une note un peu plus positive. En une du Maine Livre, c'est un pari fou, celui des anciens compagnons du pilote et constructeur Manceau Jean Rondeau, très connu au Mans apparemment. Ils veulent mettre en piste l'une des voitures de leur mentor, sauf que la voiture, elle est exposée dans un musée depuis 40 ans, vous imaginez le défi. L'enjeu, il est grand, c'est de le faire rouler lors des 24 heures du Mans l'an prochain. Merci beaucoup Audrey. On regarde la une très conceptuelle de Regard. Alors c'est pas conceptuel, c'est une vraie photo. C'est une vraie photo d'un steak qui ressemble à Trump. Et donc du coup on l'a mis en une de Regard. Oui, c'est vrai qu'à 8h30, à 9h, c'est peut-être pas très ragoûtant, mais tout comme à mon avis, le mandat de Trump ne sera pas très ragoûtant non plus. Donc. Voilà, mais c'est-à-dire dans Regard. Merci beaucoup Pablo, merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous l'avez consommé après? Non mais c'est pas une photo de nous. Hein, ah, d'accord. Merci Pablo, merci Louis, merci beaucoup Audrey, merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public qui sera au Congrès des maires de France pour une émission spéciale. On se retrouve demain. Très bonne journée.